Bismillah. Elles achevaient de déjeuner lorsque Lady Newland avoua. J'admets que je suis fatigué aujourd'hui. Un peu de repos me fera du bien. Nous sommes rentrés très tard, remarqua Gilda en souriant. Je le sais, mais cette soirée m'a réconforté. Je me sens différente, et le médecin qui vient demain m'autorisera sans doute à enlever mon bandage. Gilda l'exhorta à la patience. Il ne faut rien brusquer. Je te promets d'être prudente, mais si je retrouve la vue, j'éprouverai une immense gratitude. Maman disait que l'on n'est jamais assez reconnaissant en ce qui concerne les dons du ciel. Ce matin, je pensais à ta mère, je l'aimais beaucoup, et j'ai eu également une pensée pour ta sœur. As-tu eu de ces nouvelles? Gilda se figea. Des nouvelles de ma sœur? N'est-elle pas allée vivre avec de la famille là-bas près de l'Écosse? Je suppose qu'elle t'écrit. Il y a un certain temps que je n'ai rien reçu. Tandis qu'elle accompagnait Lady Newland jusqu'à sa chambre, Gilda, la gorge serrée, pensait à l'indifférence d'Héloïse à son égard, à son absence d'amour. Elle avait inventé cette installation loin de la capitale uniquement pour que Lady Newland n'eût pas la tentation d'inviter une sœur dont elle ne voulait pas. Comment a-t-elle pu se comporter ainsi après ce que nous avions été l'une pour l'autre pendant notre enfance? Se demanda Gilda. Mais à quoi bon se torturer en évoquant un mal irréparable? Plutôt que de songer à la dureté, à l'égoïsme de sa sœur, Gilda préféra se souvenir de l'adorable petite fille qui avait partagé ses poupées et ses jeux. Gilda laissa Lady Newland se reposer et descendit au salon où des bouquets attendaient d'être mis dans des vases. Désormais, elle se chargeait de cette tâche à laquelle les servantes rechignaient, en prétextant des occupations plus urgentes. « Mademoiselle est vraiment très gentille », s'était-elle écriée d'une seule voix. L'un de ses admirateurs lui avait fait envoyer un énorme bouquet de lys et un autre de roses qui venait à peine d'éclore. 2 vases, apportés par un laquais, avaient été remplis d'eau. Dans le premier, elle disposa les roses, puis tenant au creux de son bras la gerbe de lys, elle s'approchait du second vase lorsque la porte s'ouvrit. Elle se retourna. C'était le marquis, et sa présence, qui n'avait pas été annoncée, lui fit l'effet d'un choc. Pendant quelques instants, elle resta pétrifiée, tandis que le marquis s'émerveillait secrètement de la voir ainsi, avec ses cheveux auréolés de lumière et des lys plein les bras. Il avait l'impression de contempler une madone descendue d'un vitrail. « Je pensais que je vous trouverais seule à cette heure, dit-il d'une voix aux accents profonds. Elle ne parvint à détacher son regard du sien et à lui faire une courte révérence que lorsqu'il fut près d'elle. « Je dois remercier monsieur le marquis pour la merveilleuse soirée d'hier. » Elle se demanda pourquoi elle s'exprimait d'une façon tellement hésitante, et son cœur qui battait si fort que le marquis devait l'entendre. « J'ai à vous parler, Héloïse. » Elle posa le bouquet de lys sur la table, puis d'un petit geste nerveux, elle lissa sa robe et alla s'asseoir sur le bord du sofa, en regardant le marquis d'un air interrogateur. Son front plissé lui donnait une expression sévère, et il semblait très contrarié. Mais après un silence, pendant lequel il parut chercher ses mots, elle crut entendre résonner dans le salon une volée de balles. « Pourquoi avez-vous hier soir mis dans mon lit ce document compromettant ?» La stupéfaction lui coupa le souffle, et aussitôt elle devint cramoisie. Ainsi, sans la moindre parole, elle trahissait sa culpabilité. La tête baissée, elle resta muette jusqu'à ce que le marquis s'impatiente. « Je vous ai posé une question, et j'attends une réponse. »« Comment savez-vous que c'est moi qui ai fait cela ?» dit-elle d'une voix à peine audible. « Mon valet de chambre vous a surprise dans le corridor. D'autre part, personne parmi mes amis ne pourrait être impliqué dans une affaire aussi irrépréhensible. » Les paroles du marquis résonnaient dans la pièce comme une condamnation sans appel. Elle ne doutait pas qu'elle ne soit obligée de quitter Londres, sans doute de retourner chez elle. En tout cas, un obscur anonymat l'attendait. Cependant, le ton du marquis s'était adouci quand il lui demanda « Allez-vous m'expliquer ce qui est arrivé ?» Elle se vit contrainte d'avouer la vérité. « Quelqu'un, un homme, quand j'étais assise dans le jardin, m'a demandé de laisser tomber mon sac. Lui avez-vous obéi? Il a insisté et malgré moi j'ai obtempéré. Et ensuite, il a ramassé le sac, me l'a tendu, je l'ai remercié. Il m'a dit que c'était un plaisir de m'être agréable et il a disparu. Le connaissez-vous? Non, je ne l'avais jamais rencontré. Vous étiez-vous rendu compte qu'il avait glissé quelque chose dans votre sac?
Je ne m'en suis aperçu que quelques minutes plus tard, en rangeant mon mouchoir. Et vous ne vous attendiez pas du tout à cela. À l'évidence, le marquis insinuait qu'elle lui cachait la vérité. Elle protesta. Bien sûr que non. Comment aurais-je pu imaginer que ce genre de choses pourrait arriver au cours d'une soirée organisée par vous ou par n'importe qui d'autre, j'imagine, répondit le marquis avec ironie. En effet, me jurez-vous que vous ne saviez absolument pas ce que faisait cet inconnu? Je vous l'assure. Et ensuite, que s'est-il passé? Dominée par l'angoisse, elle eut du mal à se souvenir du retour de son cavalier, accompagné par un serviteur, avant que l'orchestre ne recommence à jouer. Quand nous avons quitté le jardin, je n'ai pas rejoint directement la salle de bal. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans mon sac. J'ai donc décidé de m'isoler au premier étage. Mais dans la foule, j'ai senti que l'on tirait sur l'anse de soie. Elle dut marquer une pause avant de poursuivre. D'abord, j'ai cru que quelqu'un l'avait accroché par mes gardes. Mais cela a recommencé. Alors j'ai posé la main sur mon sac et j'ai rencontré celle d'un homme. Qui était-ce? Je l'ignore. L'avez-vous vu? Oui, rapidement. Il était grand, avec un large front. Vous a-t-il parlé? Il lui fallut revoir la scène avant de pouvoir répondre. Il m'a dit pardon et il s'est perdu dans la foule des invités. Qu'avez-vous fait alors? Je suis allé dans la chambre où j'avais laissé ma cape et vous avez ouvert votre sac, oui. Qu'avez-vous pensé en découvrant le message? D'abord, je n'ai pas compris, dit-elle d'une voix faible. Puis, quand j'ai lu ce qui était mentionné au sujet des mouvements de navires et de troupes, j'ai su qu'il s'agissait d'informations destinées à l'ennemi. Rien ne lui paraissait plus dégradant que de voir avouer au marquis cette implication même involontaire dans une affaire d'espionnage. Ainsi, vous avez été assez perspicace pour mesurer l'importance de ce document. La façon dont le marquis s'adressait à elle lui donnait la sensation d'une double accusation. Non seulement elle avait eu conscience d'être en possession de secrets d'État, mais en plus, elle avait bel et bien failli servir de relais entre deux traîtres. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré que tout cela me déconcerte totalement. J'ignore pour quelle raison l'on a voulu m'utiliser moi plutôt qu'une autre personne. Elle pensa avec horreur qu'elle mentait, car elle savait qu'on l'avait prise pour Héloïse, et elle revit comme dans un cauchemar le coffret à bijoux, les pièces d'or, la lettre de la banque. Cette petite fortune, Héloïse l'avait amassée en trahissant son pays, en n'hésitant pas à exposer la mort des soldats, des marins et peut-être même des civils. Incapable d'affronter plus longtemps de telles visions, elle se leva. Le marquis remarqua sa pâleur extrême tandis qu'elle lui disait « Qu'aurais-je dû faire? Je me sentais perdu, incapable de fournir une explication à quiconque. Mais pourquoi avez-vous mis ce papier dans mon lit? J'allais forcément le trouver. Alors pour quelle raison ne m'en avez-vous pas parlé directement ?» Elle détourna son regard du marquis. Une fois de plus, il lui était impossible d'avouer la vérité. J'avais peur. De moi ou d'un tribunal? Le ton sec du marquis lui arracha un petit cri de terreur. Pensez-vous que l'on va m'arrêter? Elle n'obtint pas de réponse, et en étouffant un sanglot, elle enfuit son visage dans ses mains. J'ai peur, je vous en prie, aidez-moi. Dans le silence qui s'appesantissait, elle releva la tête, regarda le marquis les yeux pleins de larmes, et lui demanda « Croyez-vous vraiment que je risque la pendaison ou le peloton d'exécution comme une espionne ?» Terrifiée par cette idée, et trouvant au marquis un visage aussi sévère que celui d'un juge, elle ne put s'empêcher de se jeter dans ses bras. « Sauvez-moi, sauvez-moi, je crains de mourir, mais aussi de déshonorer la mémoire de mon père. » Tout son corps tremblait, comme lorsqu'elle avait été assaillie par Sir Humphrey. D'un geste protecteur, le marquis passa son bras autour de ses épaules, tandis qu'elle sanglotait sans plus pouvoir parler. « Cessez de pleurer, Héloïse. Vous avez voulu que je vous protège, je le ferai. » Elle retint ses larmes et ne bougea pas. Elle se sentait à l'abri avec son bras autour d'elle. « Pouvez-vous me sauver ?» murmura-t-elle au bout d'un moment. « Oui, et je vous accorde que le nom de votre père, un homme qui vénère tous ceux qui ont servi sous ses ordres, ne doit pas être traîné dans la boue. » Le soulagement de Gilda fut tel qu'elle se sentit sur le point de défaillir. Instinctivement, elle se serra plus fort contre son sauveur, en quête d'un total apaisement. Mais le marquis poursuivit. « Pour vous aider, il me faut connaître toute la vérité. Il n'y a pas d'autre façon d'éclaircir cette affaire et de vous en sortir si l'on considère que vous y avez été mêlé à votre corps défendant.
Gilda lui parut soudain bien tendue. Quelques instants plus tard, il s'inquiéta de ses sentiments d'une voix charmeuse. « Êtes-vous sûr de m'accorder votre confiance ?» Elle parut hésiter avant de répondre. « Je ne demande pas mieux, mais j'ai peur. De moi, de ce que vous pensez à mon sujet. » Gilda ne vit pas le marquis sourire en lui demandant. « Vous souciez-vous de ce que je pense de vous ?»« Bien sûr. Et pour quelle raison ?» Très direct, la question du marquis lui fit l'effet d'une flèche qui l'atteignit au plus profond d'elle-même. Elle en frissonnait, quand d'un geste inattendu, le marquis lui prit le menton et la força à relever la tête. Elle regarda ses joues mouillées par les larmes, ses lèvres tremblantes, ses yeux bleus qui n'osaient rencontrer les siens. Il se dit que derrière la femme, plus belle, plus séduisante qu'aucune autre, il y avait encore une enfant. « Je souhaite savoir pourquoi vous êtes sensible à ce que j'éprouve pour vous. » S'il n'avait pas gardé sa main sous son menton, elle aurait volontiers détourné la tête afin de lui dissimuler l'amour que son regard devait trahir. Devinait-il également l'émoi qu'elle éprouvait en sentant ses lèvres si près des siennes? Répondez-moi, Héloïse. Comme si le flot de questions du marquis avait finalement noyé sa volonté, elle avouait la vérité. C'est parce que je vous aime. Oh, je sais que je n'en ai pas le droit, mais c'est plus fort que moi. Il n'en va de moins pour moi, répliqua le marquis. Et ses lèvres se posèrent sur celles de Gilda. Elle crut qu'elle venait de mourir et qu'elle se retrouvait au paradis. Mais la magie de ce baiser, la passion du marquis évoquèrent vite un grand soleil qui dissipait toute obscurité, toute frayeur. Cependant, si elle était bien vivante, tant de perfection et d'exaltation suscitait bien l'idée d'un monde peuplé d'anges et vibrant d'une musique céleste. Quand le marquis se redressa, l'enchantement persista et Gilda s'écria « Je vous aime, jamais je n'aurais pensé que pouvait exister un homme aussi merveilleux que vous. » Bouleversée, elle pressa de nouveau sa joue, que les larmes recommençaient à mouiller contre l'épaule du marquis. Pendant un moment, le silence régna, puis le marquis demanda avec un accent de tendresse « Dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque je vous ai embrassé. » Elle répondit d'une voix inhabituelle, tout empreinte de l'extase qu'elle venait de découvrir. « Je ne saurais l'exprimer, les mots me manquent. » Avez-vous été heureuse? J'ignorais qu'un baiser pouvait être comme le soleil, les fleurs, un don du ciel. Il ne douta pas de sa sincérité. Est-ce votre premier baiser? Qui d'autre que vous aurait su m'émouvoir à ce point? Le marquis l'enlaça plus étroitement. J'espérais qu'il en fût ainsi, dit-il, et puisque vous m'aimez, marions-nous sans plus attendre. Soudain, l'éclatante lumière où elle baignait disparut, et Gilda se retrouva face à l'impitoyable réalité de sa vie. « Oh non, je ne peux pas vous épouser. » Pour quelle raison? Elle chercha fébrilement une réponse. Parce que l'importance de votre situation, votre rang social ne vous permet pas de prendre pour femme quelqu'un comme moi. C'est un choix qu'il m'appartient de faire, et cette demande en mariage étant la première de ma vie, ce dont vous êtes sans nul doute consciente, je n'ai pas l'intention d'essuyer un refus. Elle se redressa et le regarda. Vous me donnez la plus grande joie de ma vie, mais il m'est impossible d'accepter, ne me demandez pas d'explication, je ne saurais vous dire pourquoi. Elle s'approcha de la fenêtre, comme si l'air lui manquait, les mains crispées sur la barre d'appui, elle songeait qu'elle voyait se refermer devant elle les portes du paradis. Plus jamais, elle ne connaîtrait l'enchantement que lui avait procuré le baiser du marquis. Le son de sa voix la fit sursauter. Elle ne s'était pas rendue compte qu'il l'avait rejointe et qu'il était là, tout près, juste derrière elle. Elle se retourna. « Je vous demande d'avoir confiance en moi, dit-il calmement. Mais je vous fais confiance, je remettrai volontiers ma vie entre vos mains. Alors quel est ce secret que vous me cachez ?» Elle retint son souffle, se raidit. « De quoi parlez-vous? C'est précisément à vous de me l'apprendre. » Désemparée, elle serra ses mains l'une contre l'autre et chercha désespérément ce qu'elle pourrait bien répondre au marquis. Devinant son désarroi, celui-ci intervint. « Ce matin, je suis allé consulter les archives militaires. J'ai lu ce qui concerne votre père. N'importe quelle nation serait fière de ses états de service. Je souhaite que papa puisse vous entendre, » murmura Gilda. « J'ai également découvert dans sa notice personnelle que votre mère est morte et que vous avez une sœur. » Elle eut l'impression que le plafond s'écroulait. L'obscurité envahissait le salon, les mots s'étranglaient dans sa gorge et pendant ce temps, le marquis lui demandait « Qu'est-il arrivé à Héloïse, car vous êtes Gilda, n'est-ce pas ?» Après un silence terrifiant, elle parvint à dire « Comment avez-vous deviné ?» Il sourit.
Ce ne fut pas difficile. Vous êtes si différente de votre sœur. Vous n'avez pas cessé de m'intriguer, de me surprendre. Je ne parvenais pas à comprendre d'où venait un tel changement. Gilda baissa la tête. Héloïse est morte d'un excès de laudanum, chez nous, à la campagne. Et j'ai pris sa place. Pourquoi? Je n'avais plus d'argent. Si j'étais resté là-bas, ce qu'Héloïse voulait, j'aurais fini par mourir de faim. L'excuse qu'elle invoquait lui parut faible, peu convaincante, et elle eut honte de sa supercherie, qui lui sembla plus que jamais tout à fait répréhensible. Mais devant le silence du marquis, elle poursuivit. Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui vous a menti, et qui a trompé Lady Newland, alors qu'elle est la bonté même. Elle a tant donné à Héloïse. Mais Héloïse n'a jamais eu pour elle les attentions que vous lui prodiguez. C'est en partie parce que j'éprouve le besoin de réparer ma faute. Le marquis eut une répartie très sèche. Votre sœur n'aurait pas eu tant de scrupules. À mes yeux, j'ai mal agi. Je vous demande de me pardonner, de me laisser rentrer chez moi. Jamais plus je ne vous importunerai. Êtes-vous décidé à mourir de faim? Je trouverai une solution. Sans regret, sans nostalgie, lorsque vous songerez à ce que vous aurez abandonné. Elle pouvait s'imaginer sans difficulté la tristesse qui serait la sienne en pensant à lui. J'aurais au moins de merveilleux souvenirs, celui de notre rencontre par exemple. Y accordez-vous une telle importance? Bien sûr, j'ignorais que quelqu'un comme vous puisse exister. Quand j'écoutais Héloïse me parler de vous, j'avais l'impression que vous étiez détestable. Vraiment, vous m'avez détesté? J'étais persuadé que vous n'aviez nullement l'intention d'épouser Héloïse, et je trouvais cruel de lui laisser un espoir qui risquait de l'empêcher d'accepter la proposition de quelqu'un d'autre. Sir Humphrey Gorge? Oh, c'est un être abominable, il devait y avoir d'autres hommes. Aucun n'avait mon rang. Votre rang ne compte pas. Êtes-vous sincère? Absolument. Il ne faut se marier que par amour. La richesse, la position sociale ne signifient rien. Pour avoir souvent réfléchi à cela, les mots lui venaient sans qu'elle prît garde à l'extrême attention du marquis. Elle éprouvait le besoin de se retourner vers la fenêtre avant de demander « Maintenant que vous connaissez la vérité, que voulez-vous que je fasse ?» Déjà, elle se voyait de retour dans le potager du vieux manoir qu'il lui faudrait ensemencer pour tenter de survivre. Elle sentait le poids de la solitude dans la maison déserte, et contre l'isolement ou la peur, il n'y aurait personne pour la protéger. Mais le marquis l'arracha à ses pensées, la prenant par les épaules et lui fit faire volte-face. « Dois-je vous dire ce que j'attends de vous ?» L'expression de son regard, les inflexions de sa voix, récréèrent cette lumière radieuse qui n'émanait que de lui-même, bien qu'elle semblât céleste. Avant que Gilda n'ait pu répondre, il enchaîna. « Nous allons nous marier immédiatement, ma toute belle. Il n'y aura plus d'espions pour vous terroriser, plus de secrets que vous n'oseriez me révéler, ni faim ni solitude. Seulement moi. Est-ce que vous désirez ?» Mais vous ne pouvez pas, ne devez pas, il la tira contre lui. Ses lèvres l'empêchèrent d'achever sa phrase. Ce ne fut qu'après lui avoir donné le soleil, la lune et les étoiles, et avoir fait d'elle une part de lui-même, qu'il la ramena sur terre tout aussi éblouie qu'elle. « Comment pouvez-vous me bouleverser ainsi ?» dit-il. « Je n'aurais jamais cru que j'étais capable d'aimer comme je vous aime. Ce ne peut être vrai. » Il sourit. « Vous prouver le contraire me prendra du temps, je le sais. Mais d'abord, mon amour, avant de préparer notre mariage, je dois me préoccuper des soucis de Lord Hawkesbury et envoyer les espions de Bonaparte derrière les barreaux. Savez-vous de quelle façon vous allez procéder ?» Elle avait un visage rayonnant, une expression que le marquis n'avait vue à aucune autre femme. Elle comprenait que l'amour qu'elle lui portait venait autant de son âme que de son cœur. C'était un amour empreint de spiritualité, très différent de tout ce qu'il avait pu connaître jusque-là. Puisqu'il était incapable de penser à autre chose lorsqu'il la tenait dans ses bras, il s'écarta et alla s'appuyer au manteau de la cheminée. « Revenons sur ce que vous m'avez dit, » proposa-t-il. « Je ne vous ai pas tout avoué, non? J'ai honte, terriblement honte, mais il faut que vous sachiez. » Je vous écoute. Accablée par l'humiliation, elle évita de le regarder tandis qu'elle lui révélait l'existence du coffret à bijoux et de l'argent déposé à la Coutts Bank. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers lui, découvrit la sévérité de son visage et d'une petite voix brisée ajouta « Maintenant vous allez sans doute cesser de m'aimer. » Mais le marquis sourit, lui tendit les bras. Elle courut vers lui comme un pigeon voyageur revient à titre d'aile. « Je vous parlerai de l'amour, ma précieuse enfant. Je vous apprendrai que l'amour véritable, celui que nous partageons, peut survivre aux pires abominations.
Elle s'écria avec passion. Si vous aviez commis une centaine de meurtres, je vous aimerais encore. Il posa sa joue contre la sienne. Nous devons passer en revue tous les détails qui vous viennent à l'esprit, sauf ceux qui concernent l'homme qui a mis le message dans votre sac. Celui-là, je le connais. Vous le connaissez. Oui, il travaille au ministère des Affaires étrangères. Il faut donc nous intéresser au deuxième personnage, celui qui devait porter le document à l'ennemi. Décrivez-moi, encore une fois. Je n'ai pas eu le temps de bien observer, je me souviens qu'il m'a dit « pardon » quand je me suis tourné vers lui, et non pas en anglais, mais en français. Vraiment, vous en êtes absolument certaine? Oui, cela me revient maintenant, jusqu'à présent je n'y avais pas prêté attention. Alors je sais de qui il s'agit. Oh, il n'y avait qu'un étranger présent à la soirée, le cavalier de la princesse de Liven. Il l'accompagnait en l'absence de l'ambassadeur qui n'avait pu se libérer. C'est un Russe, notre ennemi. Je suis heureuse, si heureuse, s'exclama Gilda. Moi aussi. Nous pouvons désormais ne plus penser qu'à nous et à notre avenir. Il l'enlaça et la serra contre lui. Où aimeriez-vous vivre quand nous serons mariés? N'importe où, pourvu que je sois avec vous. Le marquis eut un rire éclatant. Vous serez avec moi, n'en doutez pas. Mais je m'imagine que vous seriez plus heureuse à la campagne qu'à Londres. Rien ne me paraîtrait plus merveilleux que d'être auprès de vous, à la campagne. Eh bien, il en sera ainsi. Il voulut sceller cette promesse d'un baiser, mais elle lui résista. J'aimerais vous demander quelque chose. Oui? Voulez-vous réellement que je sois votre femme? En êtes-vous certain? Je n'ai aucun usage du monde, je suis étrangère à votre mode de vie, à la société dans laquelle vous évoluez. Elle marqua une pause avant de continuer. Peut-être allez-vous découvrir une fois mariée que je ne suis qu'un pâle reflet d'Héloïse, et que vous auriez été plus heureux avec elle. Il prit son visage entre ses mains. Écoutez-moi, il est important que vous sachiez la vérité. Jamais je n'aurais épousé votre sœur. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai pensé que je n'avais jamais vu de femme plus belle qu'elle. Mais bien vite, j'ai compris que cette beauté n'était que superficielle. Au-delà des apparences séduisantes, il y avait une personne égoïste, intéressée, et comme vous le savez maintenant aussi bien que moi, capable des pires trahisons. S'interrompant un instant, le marquis songea qu'il possédait un instinct très sûr. Il avait deviné la vraie nature d'Héloïse quand tout le monde autour de lui l'encensait. Ce que je ressens pour vous, ma très chère, est bien différent. Votre visage a la beauté des fleurs. Vos cheveux brillent comme l'or du soleil. Mais mieux encore, quand vous exprimez votre amour, je ne peux douter qu'il ne vienne de votre âme. Vous m'apportez quelque chose de divin. Elle laissa échapper un petit cri de joie. Cessons par conséquent de parler du passé, dit-il. Vous devez oublier votre sœur et faire en sorte que tout le monde perde son souvenir. Vous n'êtes pas son reflet. En vérité, c'était elle la pâle et trouble copie de sa sœur. Réellement, il n'y aura que la vérité entre nous, et je vous assure, ma ravissante Gilda, que je n'ai cessé de sonder le cœur des femmes pour y trouver l'amour, et je ne l'ai rencontré qu'auprès de vous. Elle eut une exclamation ravie, jeta ses bras autour de son cou et rapprocha son visage du sien. Êtes-vous à ce point sûr de vous? Tout à fait. Ses lèvres effleuraient celles du marquis lorsqu'elle murmura. Apprenez-moi à ne jamais vous décevoir. Apprenez-moi à être parfaite, telle que vous me voulez. Je n'ai à vous offrir que mon amour, et cet amour est ma vie. Vous me comblez, dit le marquis. Le baiser qu'il lui donna rouvrit toutes grandes les portes du paradis, là où leur amour trouvait cette perfection qui vient du cœur, de l'âme et de la bénédiction de Dieu.